Good afternoon, everybody, and welcome back to the afternoon session of this conference. Our keynote speaker for this part of the afternoon is Michel Barnier, the European Commissioner for Internal Markets and Services. In your material, you do have an extensive resume of the Commissioner's career. Prior to being appointed as Commissioner for Internal Markets, he held a number of high-ranking positions in the French government and in commerce. Having become the Commissioner, he embarked on the Green Paper on Audit Policy, which has stimulated extensive discussion, extensive thought. And what it has done is make the profession look at itself and see whether it is fit for purpose in today's and tomorrow's world, as opposed to the past. So I'm very much looking forward to hearing the Commissioner's thoughts and hopefully progress to date on what is happening at the Commission with regard to the outcome from the consultation on the Green Paper. So I have the honor and privilege to introduce Commissioner Barnier. Thank you, Mr. Chairman, and good afternoon to all of you. Thank you for your invitation, and if you don't mind, I will switch to French, not only to give the proof that the cultural diversity is necessary even in your large world of audit. Et je remercie par avance les interprètes qui me permettront de bien me faire comprendre par chacune et chacun d'entre vous. Merci à vous, Monsieur le Président Philip Johnson, et à toute votre équipe de cette nouvelle occasion que vous me donnez de rencontrer des experts comptables, les auditeurs, vos professions, vos métiers, vos missions sont extrêmement importantes pour moi au moment où je dois, avec la Commission européenne, mettre en œuvre l'agenda de régulation lié au G20 pour tirer toutes les leçons de la crise financière. Et je veux bâtir dans tous les domaines de cet agenda, qui sont extrêmement larges, la régulation la plus intelligente et la supervision la plus efficace. Et donc, vous avez dit, Monsieur le Président, que j'avais une carrière politique ou un parcours politique avant d'arriver ou de revenir à la Commission. C'est vrai. Toutes les étapes de ma vie publique ont été utiles. Elles me sont utiles aujourd'hui. Ce matin, j'ouvrais par exemple une conférence avec près de 800 personnes ici à Bruxelles sur la rénovation que j'ai engagée de toutes les règles des marchés publics. Nous parlons de 17% de l'économie européenne. 17% du PIB européen est représenté par la commande publique. Et je veux simplifier, faciliter la vie des petites entreprises, vivre à l'heure d'Internet, préserver aussi un certain nombre de services sociaux. Donc je vais rénover. Et je disais à tous les gens qui étaient devant moi que le fait d'avoir dirigé une collectivité territoriale pendant presque 20 ans, la Savoie, était incroyablement utile pour moi dans cette réflexion, cette réforme sur les marchés publics. Et voilà, donc j'ai le même état d'esprit. Et je veux confirmer aussi une autre chose pour chacun et chacune d'entre vous. Je ne veux pas improviser. Je ne veux pas me précipiter et je ne procéderai pas avec de l'idéologie dans ce domaine comme dans les autres. Je veux simplement que chacun comprenne ma détermination à mettre en œuvre l'agenda du G20 pour tirer les leçons de la crise. Nous le devons à l'économie, nous le devons aux contribuables qui ont trop payé
les erreurs d'un certain nombre de banques et nous le devons aux citoyens. Vous êtes les uns et les autres citoyens. Regardez bien ce qui se passe dans chacun de vos pays. Et la montée de mouvements populistes qui sont en réalité des mouvements protectionnistes, des mouvements qui plaident pour le repli national, voire nationaliste, sur les frontières strictement nationales. Qui est la première victime de cette poussée protectionniste dans beaucoup de pays, sous l'effet de la crise? C'est le marché intérieur, c'est le projet européen. Et moi, je ne veux pas laisser faire ça. Donc nous devons convaincre les citoyens que nous tirons les leçons de la crise dans tous les domaines, et je vais le faire. Par la régulation et la supervision la plus intelligente, la mieux préparée, celle qui aura fait l'objet de beaucoup de consultations, mais je vais le faire. Et puis après, j'ai un autre objectif que je veux bien vous dire, c'est de passer de cette régulation réactive, réparatrice, à une autre forme de régulation, qui soit proactive et facilitatrice pour les entreprises et pour les citoyens. Et c'est l'objet de ce grand document que j'ai présenté au nom du Collège et qui concerne vos activités d'une manière ou d'une autre, que nous appelons le Single Market Act, pour relancer avec 12 leviers le marché intérieur. Beaucoup d'entre vous, mesdames et messieurs, étaient présents à la conférence que nous avons organisée au mois de février. Donc ne m'en veuillez pas si je répète un certain nombre de choses, même si d'autres éléments ont évolué, mais vous m'avez demandé, Monsieur le Président, de dire quelles sont mes convictions et l'orientation que nous avons. C'est plutôt rassurant que je vous dise des choses que je pense aujourd'hui et que je pensais déjà au début de l'année, plutôt que le contraire. Donc je vais vous confirmer un certain nombre d'orientations qui vous serviront de base pour vos propres travaux. En tout cas, je suis très heureux que nous ayons de tels rendez-vous réguliers, comme j'ai été très heureux que beaucoup d'entre vous prennent du temps pour répondre aux consultations que nous avons engagées. Ce temps que vous avez pris n'est pas du temps perdu. Et je peux donner l'exemple de beaucoup de régulations que je suis en train de préparer sur des sujets extrêmement complexes avec la DG, la Direction générale du marché intérieur et mon cabinet. Par exemple, le document qui est en cours de discussion au Parlement sur la régulation des produits dérivés financiers, nous parlons d'échanges qui se montent à 600 000 milliards de dollars. Donc ce sont des enjeux considérables. Dans la plus grande opacité, nous allons mettre de la lumière, de la transparence, de la standardisation, de la compensation sur ces produits et de la lumière sur des gens qui n'aiment pas toujours la lumière. Nous le faisons parallèlement aux États-Unis. Ce texte, mesdames et messieurs, très compliqué, 600 pages, il a été mis dans le débat assez différent de ce qui était sorti de mes propres services, grâce à la consultation, grâce à l'écoute, grâce à l'expertise qui m'a été apportée par un certain nombre de stakeholders et de parties prenantes. Voilà, donc je voulais vous remercier de cela. La Commission a lancé plusieurs propositions pour réformer le secteur financier. Je viens d'évoquer les produits dérivés. Je pourrais évoquer la vente à découvert, le short selling, qui est également en discussion actuellement au Parlement sur ma proposition. Et puis d'autres réformes qui doivent vous intéresser sur la protection des consommateurs, l'amélioration du système des garanties de dépôt, la protection et l'indemnisation des investisseurs, et puis des règles qui vont, je l'espère, assurer des prêts et des emprunts responsables, et puis aussi, enfin, la mise en œuvre complète du Single Euro Payment Area, qui n'est pas pour l'instant complété. Dans les prochaines semaines ou les prochains mois, je vais présenter des textes fondamentaux avec lesquels j'ai la même méthode de précaution et de consultation. Dans quelques semaines, avant la fin de juillet, nous présenterons le texte mettant en œuvre sur le plan législatif les mesures de Bâle. Ce sera la directive et le règlement Capital Requirement 4. Et puis au mois de septembre, nous présenterons un paquet de mesures sur la résolution bancaire pour que dans ce domaine, comme dans d'autres, la prévention coûte moins cher que la réparation. Et puis enfin, au mois d'octobre, un texte fondamental
qui est la directive MIFID révisée, les marchés financiers. La directive MIFID, qui existe depuis 6 ans en Europe, elle couvre pratiquement la moitié des matières couvertes aux États-Unis par la Dodd-Frank Act. Nous avons ce texte depuis 6 ans. Nous voulons corriger certaines lacunes et l'actualiser. J'aurai également à présenter dans le même temps une deuxième régulation, et Dieu sait si elle est nécessaire, sur les agences de notation. Naturellement, j'espère que nous obtiendrons le même niveau d'ambition que celui que la Commission démontre avec nos partenaires co-législateurs que sont le Parlement européen et le Conseil des ministres, et que les textes puissent être adoptés sur tout cet ensemble aussi vite que possible, sachant naturellement que le temps de la démocratie est toujours plus long que le temps des marchés financiers. Mesdames et messieurs, nous tirons les leçons de la crise. Certains diront qu'on ne va pas assez vite, je viens de le dire, qu'on ne va pas assez loin. Nous le faisons de manière déterminée, étape par étape, et je le dis pour tous les secteurs financiers, y compris votre secteur, celui de l'audit. Notre économie, nos citoyens ont beaucoup souffert des répercussions de cette crise. Peut-être cette crise est-elle terminée, comme je l'entends, pour un certain nombre de banquiers. Leur crise est peut-être terminée, mais la crise elle-même n'est pas terminée. Je ne parle pas seulement de ce qui se passe en Grèce, au Portugal ou en Irlande. Je parle des conséquences économiques, sociales, humaines, politiques de la crise financière depuis 4 ans. Et nous le devons aux contribuables qui ne peuvent pas se payer une deuxième crise, et nous le devons aux citoyens qui n'accepteront pas que nous ne tirions pas les leçons. Nous devons éviter de nouvelles déflagrations. Et pour cela, que chaque secteur de l'économie soit à la hauteur sociale de ses responsabilités. À propos de l'audit, nous avions déjà identifié un certain nombre de points faibles. Et nous avons donc pris le temps de la concertation, comme je vous l'ai dit, avec ce livre vert publié au mois de novembre. Et encore une fois, je vous remercie non seulement d'y être associé, mais d'y avoir contribué. Et voilà dans quel esprit, après quelle méthode, nous publierons notre proposition selon le calendrier que j'avais annoncé au mois de novembre prochain, novembre 2011. Je voudrais maintenant vous préciser un certain nombre d'orientations que vous retrouverez dans notre proposition législative du mois de novembre. Et ce sont des orientations qui se dessinent, qui se précisent grâce à la consultation, grâce au dialogue que nous avons régulièrement et au travail de mes collaborateurs. Ces orientations, elles vont toutes vers un même objectif: assurer l'avenir de la profession d'auditeur en la rendant structurellement incontestable et incontestée. Nous allons nous concentrer sur 3 grands chantiers. Et je salue le fait, Monsieur le Président, que ces chantiers sont tous, me semble-t-il, débattus au cours de votre conférence d'aujourd'hui. L'indépendance de la profession est le premier. L'ouverture, la diversification du marché de l'audit est le second. Et enfin, la création d'un marché européen plus intégré avec aussi le renforcement de la supervision. Premier chantier, l'indépendance, qui doit être, je le crois, le maître mot de la profession, le maître mot ou la preuve ou la condition de la crédibilité et finalement de la confiance de vos clients. Notre premier souci est bien celui de la qualité et de la crédibilité. Nous en avons besoin pour renouer avec la croissance, et la croissance exige un certain nombre de conditions qui sont au cœur de toutes ces réformes. Moi, je pense que l'auditeur joue un rôle clé dans ce contexte. Notre constat est que de nombreuses parties prenantes n'ont pas encore ou pas du tout, quelquefois, une entière confiance dans les comptes des sociétés. Elles ne sont pas convaincues de l'indépendance de l'auditeur qui vérifie ses comptes. Et c'est un climat de défiance ou de manque de confiance qui nuit forcément à l'investissement.
Et je voudrais éviter le risque de cercle vicieux qu'il faut au contraire inverser. Voilà pourquoi, je le répète, la question de l'audit est cruciale et son rôle doit être préservé. L'indépendance des auditeurs est la condition sine qua non pour que le rapport suscite une confiance, un respect, une écoute. L'auditeur doit être au-dessus de tout soupçon et nous savons que dans ce domaine, les perceptions sont importantes. Qu'est-ce qu'on constate assez souvent? Que les auditeurs sont parfois très liés, trop liés aux entreprises qu'ils auditent. Lorsque le directeur financier d'un grand opérateur européen, que je ne citerai pas par charité chrétienne, déclare qu'il attend de son auditeur, et je cite, une certaine docilité. Je pense que ce directeur nuit à toute la profession. Lorsqu'on voit de nombreuses sociétés qui conservent le même cabinet d'audit pendant des décennies, et même, m'a-t-on dit, parfois pendant un siècle, ce n'est pas bon pour la profession. Comme le fait que la sélection de l'auditeur ne se fasse pas selon des appels d'offres réguliers, transparents. Mesdames et messieurs, je suis conscient, et je respecte absolument tous les points de vue, que certains parmi vous ne partageront pas ou ne partagent pas ce diagnostic, que vous le trouverez injuste et peut-être trop sévère. Mais ce dont je suis convaincu, ce dont nous pourrions convenir, c'est que le statu quo n'est pas, je l'ai déjà dit au mois de février, n'est pas une option. Ayant dit cela, nous allons travailler maintenant un certain nombre de solutions. Je voudrais esquisser un certain nombre de pistes qui sont maintenant assez sérieuses et assez élaborées pour que je puisse les citer avec une certaine détermination. D'abord, nous allons examiner davantage la rotation obligatoire du cabinet d'audit après un certain temps. L'essentiel est de trouver un juste équilibre entre des rotations excessives qui nuiraient à la qualité de l'audit et, de l'autre côté, l'indépendance de l'auditeur. Deuxième constat, un autre facteur de familiarité excessive entre auditeurs et audités réside dans la fourniture de trop nombreux services dits annexes ou de non-audit par les auditeurs. Pour la plupart des grands réseaux d'auditeurs, ces services génèrent plus de revenus d'ailleurs que l'audit lui-même, et vous le savez mieux que moi. Or, comment imaginer que l'on juge en toute indépendance une entreprise, que l'on conseille par ailleurs sur sa propre stratégie de développement? Je suis persuadé qu'il faut limiter ou peut-être interdire les prestations non audites aux clients audités. Je crois à des règles communes pour toute l'Union européenne dans ce domaine et je me demande s'il ne faut pas aller d'ailleurs jusqu'à proposer des firmes d'audit pures qui ne pourraient donc pas fournir d'autres services que l'audit. Cela aura peut-être aussi l'avantage d'ouvrir ces marchés non audits à toute une série de petites et moyennes entreprises qui n'y ont pas accès aujourd'hui. Nous réfléchissons encore à la faisabilité pratique de cette option. Je n'en suis pas sûr, mais je veux vérifier la faisabilité et également bien trouver le niveau de proportionnalité au regard des enjeux. Voilà le premier chantier. Le deuxième chantier, c'est celui de la diversification de ce marché. Il y a à peine une génération, mesdames et messieurs, le marché se partageait en 8 grands cabinets. Aujourd'hui, les sociétés d'audit opèrent sur un marché très concentré, trop concentré, et qu'il est d'autant plus concentré que les sociétés auditées elles-mêmes sont plus importantes. Ces 4 cabinets contrôlent environ 80% du marché européen de l'audit des sociétés cotées, et j'observe dans certains pays des situations encore plus préoccupantes, où on ne parle plus de Big Four, mais de Big Three ou de Big Two. Vous le savez aussi bien que moi, dans l'économie européenne la plus importante, 2 cabinets détiennent 90% des mandats du principal index boursier, le DAX 30. En Espagne, c'est même encore plus, une seule Big One, puisqu'un seul cabinet certifie les comptes des plus grandes banques et détient 58% du marché. Je n'ai pas d'idéologie sur ce sujet.
je ne mène pas une croisade contre les Big Four, comme certains en ont eu le sentiment. Et je rencontre d'ailleurs les présidents de ces Big Four encore dans quelques jours aux États-Unis. Mais je ne veux pas me satisfaire que ce marché de l'audit des grandes entreprises soit à ce point dominé par 4 réseaux, alors qu'il y a au moins autant de cabinets qui souhaitent accéder à ce marché en Europe. Voilà. Certains, quand je suis arrivé à ce poste, m'ont vu arriver comme un Français régulateur partisan de la vieille économie administrée. S'il fallait une preuve que je suis libéral et que je suis favorable à la concurrence, en voilà une. Et je pourrais d'ailleurs dire la même chose de ce que nous essayons de faire, de ce que nous allons faire pour créer de la diversité sur un autre marché qui est encore plus concentré, qui est celui des agences de notation. Là, nous parlons des Big Three, pour lesquels je proposerai des mesures assez importantes et structurantes dans les semaines qui viennent. Les dernières évolutions en termes de concentration de ce marché de l'audit, d'ailleurs, nous les suivons assez attentivement, aussi bien en Europe, j'ai vu ce qui se passait au Danemark récemment, qu'ailleurs, au Brésil par exemple. Le rachat de cabinets appartenant à des réseaux de taille moyenne par les Big Four, c'est un sujet qui me préoccupe. Ces rachats nuisent à la compétitivité des réseaux de taille moyenne. Ils réduisent à 0 la chance de ces réseaux de taille moyenne d'accéder au marché des grands audits. Ces développements ne font, hélas, que renforcer les raisons ou le bien-fondé de la démarche que nous avons entreprise. Et pour réussir à cette diversification, nous étudions donc sérieusement plusieurs pistes que je veux confirmer. L'une d'entre elles est celle du co-commissariat. Mais je pense aussi à des mises en concurrence obligatoires régulières, transparentes, plus équitables. Je défends aussi l'interdiction de clauses contractuelles restrictives, comme on en voit souvent, en faveur des Big Four. Cette pratique me semble totalement inacceptable dans un marché européen où la concurrence doit être sincère, libre et authentique. Voilà pour le deuxième chantier, qui n'est pas le plus simple. Le troisième grand chantier de mon projet, c'est la création d'un marché européen et le renforcement de la supervision. Paradoxalement, ce marché qui est si concentré, comme je viens de le dire, demeure très fragmenté sur le plan national. Pour cela, la solution passe évidemment par l'intégration européenne. Et depuis les origines, le rôle de la Commission a été clairement de favoriser la libre circulation des professionnels. Nous étudions en ce moment plusieurs pistes pour rendre le marché de l'audit plus européen, à commencer par l'idée d'un passeport européen pour les auditeurs. Nous nous inspirons des solutions qui ont été trouvées dans le domaine dont j'ai également la responsabilité, qui est celui des qualifications professionnelles. Il y a 800 professions, 800 groupes de professions en Europe qui sont réglementés, très protégés, et je veux là aussi faciliter la mobilité. Je ne trouve pas acceptable, je n'accepte pas qu'un auditeur doive passer des examens supplémentaires dans chaque pays dans lequel il souhaite travailler. La mobilité, y compris celle des auditeurs, est un impératif si nous voulons renforcer notre compétitivité et notre croissance. Il y a d'autres pistes, la reconnaissance automatique des cabinets qui sont déjà approuvés dans d'autres États, l'attribution d'un label de qualité européen qui démontrerait la capacité de tous les cabinets concernés à auditer des entreprises de plus grande taille. Un autre levier pour assurer cette mobilité professionnelle consiste à harmoniser les normes d'audit à travers l'Union européenne. Nous sommes en train d'étudier la meilleure façon de demander aux États membres d'introduire les normes internationales d'audit, International Standards on Auditing, et il est important, sur ce sujet comme sur d'autres, que nous ayons des règles communes qui contribuent, elles aussi, à la mobilité des professionnels. Mais dans ce domaine, comme dans tous les autres, mesdames et messieurs, nous devons faire preuve de discernement. Nous devons éviter de provoquer pour les petites et moyennes entreprises qui sont auditées et aux petits ou moyens cabinets d'audit des charges supplémentaires qui ne seraient pas réellement nécessaires. Et donc, j'ai aussi ce souci-là pour les petits ou moyens acteurs que vous représentez pour beaucoup d'entre vous.
En ce qui concerne l'autre point de ce troisième chantier que j'ai évoqué, la supervision, je voudrais en dire quelques mots, parce que je pense que pour que le marché européen puisse bien fonctionner, il nous faut une coopération plus étroite entre les superviseurs européens. Nous souhaitons donc que les autorités de surveillance des auditeurs coopèrent et échangent, travaillent davantage, mutualisent davantage leurs efforts. Cette coopération, à notre sens, doit se faire au sein de la nouvelle autorité européenne des marchés, l'ESMA, qui est opérationnelle depuis le mois de janvier. Je souhaite aussi renforcer l'indépendance des autorités de surveillance au niveau national. Elles doivent être totalement indépendantes des auditeurs et de leurs organisations professionnelles. Enfin, il nous faut améliorer la communication entre les cabinets et les régulateurs pour renforcer ce rôle de prévention qu'a évidemment l'auditeur. À l'occasion de son contrôle, l'auditeur acquiert une connaissance approfondie de l'entreprise, de l'entité qu'il contrôle. Il dispose d'un accès privilégié à un très grand nombre d'informations. Malheureusement, ces informations ne sont pas toujours restituées de manière structurée. Cela vaut vis-à-vis des régulateurs, vis-à-vis des dirigeants, des comités d'audit et évidemment des actionnaires. Je pense que nous pouvons changer cette situation tout en respectant le rôle de chacun et notamment le rôle du superviseur prudentiel. Voilà, mesdames et messieurs, j'ai été assez long. Je vous ai être le plus précis possible. Il reste encore un certain nombre de semaines, voire de mois pour ce travail. C'est pour ça que je serai attentif, Monsieur le Président, très clairement aux conclusions, aux critiques, aux propositions que vous pourrez me transmettre après cette conférence et au cours de laquelle un certain nombre de mes collaborateurs sont à l'écoute de ce que vous dites. Nous avons un objectif commun, je crois pouvoir le dire, en toute conscience, qui est de redéfinir, de conforter, de revaloriser le rôle de l'auditeur. Je vous confirme, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, mon engagement pour faire évoluer ce rôle vers plus de responsabilité, dans un souci d'une anticipation des attentes légitimes des citoyens contribuables et des investisseurs. Nous serons d'ailleurs très attentifs, je serai très attentif, au rapport du Parlement européen, qui sera adopté juste après l'été et que l'un des rapporteurs, M. Antonio Masip Hidalgo, viendra vous présenter tout à l'heure. Je souligne le rôle du Parlement européen et naturellement celui du rapporteur qui vient venir vous expliquer devant vous, parce que j'ai évoqué tout l'agenda de régulation financière, entreprises d'assurance, banques, marchés, boursiers, audit, agences de notation et bien d'autres sujets, sans parler des secteurs eux-mêmes que nous régulons. Sur ces sujets-là qui sont très nombreux et très complexes, sur la propriété intellectuelle dont j'ai également la responsabilité, sur les marchés publics dont je parlais tout à l'heure, sur le marché intérieur, toutes les règles du marché intérieur, tous ces sujets, mesdames et messieurs, lorsque nous proposons des législations, nous sommes obligés d'aller en codécision au Parlement et au Conseil des ministres. Sur tous ces sujets, les députés européens ont aujourd'hui, dans le cadre du traité de Lisbonne, un rôle équivalent à celui des ministres. N'oubliez jamais cela dans votre travail de consultation, de contact. Enfin, je sais bien que vous ne l'oubliez pas, mais n'oubliez jamais que désormais, dans le cadre de ce traité de Lisbonne, le Parlement européen, et je crois que c'est une bonne chose du point de vue démocratique, et les parlementaires européens sont des gens extrêmement sérieux et compétents et rigoureux, les parlementaires européens ont collectivement un rôle équivalent à celui du Conseil des ministres des Finances ou à celui du Conseil des ministres de l'économie. Voilà. Donc je trouve que c'est une bonne idée que vous ayez invité M. Masip Hidalgo à s'exprimer devant vous. Voilà. Je suis également, je conclus par cela, parce que l'Europe n'est pas une île. L'Europe est un continent qui a mutualisé son destin en respectant les identités nationales, mais en faisant travailler ensemble des pays, 27 pays, ce n'est pas simple. Nous sommes au milieu de tout ça, nous, commissaires, dans un rôle assez singulier, d'être une sorte de Prime Minister, collective body. Nous sommes le Premier ministre européen, collégialement, qui fait des propositions à ceux qui décident, le Parlement et le Conseil des ministres. Mais nous ne sommes pas une île. Nous décidons pour nous-mêmes dans un monde globalisé. Et nous devons faire très attention
à ce qui se passe dans le reste du monde. Je passe beaucoup de temps dans mon dialogue transatlantique, que je voudrais renforcer. Je passe ce temps de manière sincère, mais sans naïveté, avec les Américains. J'ai effectué il y a quelques semaines ma 3e visite aux États-Unis pour voir le ministre américain, M. Geithner, les régulateurs, le Parlement, le Congrès, et j'irai autant de fois qu'il le faut pour vérifier que ce que nous avons décidé ensemble au G20, le président Obama était là, les dirigeants européens étaient là, ils ne sont pas les seuls au G20, mais pour l'instant, 80% des échanges financiers, des transactions, sont des transactions transatlantiques. Voilà pourquoi j'ai donné une priorité à ce dialogue avec les Américains. Je veille à ce que cette discussion avec les États-Unis soit constructive. Et voilà pourquoi je salue James Doty, que vous avez invité, le président de l'autorité américaine de surveillance des auditeurs. Je trouve que sa place est d'autant plus importante parmi vous que nous devenons aussi, dans ce domaine, comme dans les autres. J'ai évoqué tout à l'heure les normes comptables, qui est un sujet très difficile entre nous et les Américains. C'est un sujet d'ailleurs de débat qui peut devenir un sujet de divergence. J'ai dit aux Américains que sur la question des normes comptables et de leur mise en œuvre effective, la patience européenne avait une limite. Et cette limite, elle n'est pas très lointaine. Sur la question des normes d'audit, nous avons également à travailler ensemble. C'est pour ça que c'est très important que vous ayez ce dialogue avec le président de l'autorité américaine. Mais je pourrais multiplier les exemples où je veux aboutir à un vrai dialogue, à un vrai consensus intelligent avec les autorités américaines. Éviter à la fois ce que j'appellerais les underlaps et de la même manière éviter les overlaps, les superpositions, les enchevêtrements de législation mal concertées entre elles au détriment du commerce et du business. Mais il n'y aura pas de naïveté. Et ce que feront les Américains d'un côté sans concertation, eh bien nous le ferons de l'autre côté de la même manière. Ils sont prévenus dans le domaine de la régulation financière, notamment de la régulation des produits dérivés. Ils sont prévenus pour les marchés publics et ils sont également prévenus pour tous les sujets dont je vous ai parlé aujourd'hui. Mais j'ai fait le pari, avec eux comme avec d'autres, de travailler en bonne intelligence, en confiance et encore une fois, sans naïveté. Voilà, merci de m'avoir permis, Monsieur le Président, de m'exprimer devant vous. Je vous demande pardon si je dois vous quitter assez rapidement, mais peut-être prendrons-nous le temps d'un échange rapide. Je reste disponible, mon cabinet, mes collaborateurs, pour, dans les semaines qui viennent, utiliser le temps le plus intelligemment possible pour aboutir sur le sujet qui vous concerne, qui est celui de votre secteur de l'audit, aux législations les plus facilitatrices, les plus intelligentes, mais en même temps qui améliorent la situation d'aujourd'hui, qui n'est pas satisfaisante. Donc c'est dans cet esprit que je travaille, et c'est dans cet esprit que j'étais heureux de pouvoir répondre à votre invitation. Merci. Thank you very much, Commissioner, for your insight to your thinking and that of the Commission. I think the majority of the people in the profession have been looking for some time regarding the adoption of ISAs as part of the way forward. And many people have questioned the mechanism by which you may do that. Have you formulated your thoughts at this point in time with regard to whether it be regulation, what the approach will be to the adoption of these international auditing standards? There's a question. No. Can you repeat just one time your question? Yes, would you like it in French? No, it's okay. Okay. You mentioned earlier that you're looking to adopt ISA's independent auditing standards in Europe, and many people in the profession have seen this as the way forward. Have you decided at this point in time where whether it be by regulation or some other mechanism?
avions évoqué, pour être tout à fait transparent, un certain nombre de points sur lesquels votre président souhaitait que je confirme ou que j'indique le sens de notre action. Et cette question concerne les standards internationaux de l'audit et le temps dans lequel nous travaillons. J'ai dit tout à l'heure, Monsieur le Président, le souci que nous partageons est l'objectif d'appliquer des normes d'audit identiques, vos normes d'audit, partout dans l'Union européenne. Nous devons avoir une approche qui permette cette application que j'ai évoquée tout à l'heure, proportionnée et appropriée, notamment pour le secteur des petites et moyennes entreprises. Naturellement, il faudrait examiner davantage les différentes pistes pour la mise en œuvre dans le cadre de l'Union de ces normes internationales, y compris l'idée d'un règlement qui permet d'aller plus vite. C'est d'ailleurs ce qui a été suggéré dans le rapport du député Masip Hidalgo que j'ai salué tout à l'heure. Dans un domaine voisin, j'ai également évoqué ce sujet tout à l'heure, qui est celui des normes comptables, nous appliquons, comme vous le savez, un système selon lequel la Commission avance et adopte à travers des normes de comitologie, des mesures de comitologie, les normes IFRS. Mais il n'y a pas là, dans ce système, une vraie possibilité de modifier ces normes. Voilà pourquoi je ne pense pas, Monsieur le Président, que ce système-là que nous avons pour les normes comptables soit applicable stricto sensu pour les normes d'audit. Voilà ce que je peux dire sur la mise en œuvre de ces standards internationaux de l'audit en Europe. Thank you. We did ask prior to lunch for some written questions, and one of those written questions was in relation to a point that you raised with regard to non-audit services and whether audit-only firms would actually give opportunity to smaller accounting firms. How do you think that this would contribute to creating new players in the market for non-audit services? Moi, je veux travailler à un marché européen diversifié, je veux travailler de la concurrence. Que les choses soient claires, je n'ai pas dit jamais, ni maintenant, ni au mois de février, quand je me suis exprimé une première fois, qu'on allait obliger les firmes à abandonner certaines activités. Je veux diversifier et dynamiser ce marché. Mon idée n'est pas d'obliger, par exemple, les Big Four à cesser toutes leurs activités non audites. L'objectif principal n'est pas non plus d'encourager les petits et moyens cabinets à reprendre tous les services non audits actuellement fournis par les Big Four. On peut très bien continuer, si on est un Big Four, et ils sont sans doute parmi vous, une société plus petite, à avoir une activité de conseil, une activité d'audit. Ce que je ne veux pas, c'est que la même entreprise travaille, la même société faisant ces deux métiers travaille pour une seule entreprise. Parce que je voudrais qu'il y ait de la diversité et qu'une entreprise qui veut être auditée ou qui a besoin d'un conseil puisse s'adresser à deux sociétés différentes et non pas à une seule société. Et qu'on évite ainsi un certain nombre de mélanges qui empêchent la bonne concurrence. Voilà sur quoi nous travaillons actuellement. Je vais... je ne sais pas quelle heure il est parce que je n'ai pas de montre. Hein. Moi, je suis pas... je vais prendre la vôtre. Non, je ne vais pas vous la prendre. Je vais... You're a consultant. Non, je ne suis pas comme ça. Je vais la regarder. Il faut que je... Ça me permet de voir qu'il faut que je sois dans 10 minutes à un autre rendez-vous. Écoutez, mesdames, messieurs, ce que je vous ai dit tout à l'heure, complété de ce que j'ai pu dire spontanément, correspond à ce que je crois et ce que je fais. Mon cabinet, Paulina Deschmeck, qui est ici extrêmement compétente, qui est suédoise et tchèque, voilà, une double garantie, hein, que toute l'Europe suit votre secteur à mon cabinet. Monsieur le Président, vos collaborateurs savent qu'elle est disponible.
non seulement compétente, mais disponible pour le dialogue. La direction générale est entièrement mobilisée. C'est une petite direction générale de 650 personnes qui a un agenda considérable, puisque j'ai, avec cette direction générale, en charge un tiers de l'agenda législatif. Nous travaillons, je le redis en conclusion et avant de vous quitter, comme je vous l'ai dit au début, en prenant le temps d'écouter, de consulter, d'intégrer un certain nombre de remarques ou de questions, et y compris dans votre domaine d'ailleurs. Tout à l'heure, je parlais de la rotation des appels d'offres ou d'autres sujets comme cela. Nous avons évolué dans notre analyse initiale grâce à la consultation. Et probablement, il y aura d'autres évolutions dans les semaines qui viennent. Mais ces évolutions n'aboutiront pas à ne rien faire. Il faut que les choses soient claires. Elles aboutiront, j'espère, à un cadre stable, stabilisé pour un grand nombre d'années, parallèlement à ce que font nos partenaires, pour vous permettre de travailler dans de meilleures conditions, de construire plus solidement encore ce socle de respect, de crédibilité, de confiance que j'ai évoqué tout à l'heure, d'indépendance. Et je le souhaite vraiment dans un marché beaucoup plus diversifié. Parce que la concurrence dans ce domaine est une bonne chose comme dans les autres quand elle est bien maîtrisée. Voilà. Je vous demande la permission, Monsieur le Président, de vous quitter. En tout cas, je vous remercie beaucoup de m'avoir permis de m'exprimer, de m'avoir écouté. Je ne prétends pas vous avoir tous convaincus, mais je tiendrai compte de ce que vous direz durant cette conférence dans les dernières semaines, dans la dernière ligne droite d'élaboration du cadre réglementaire qui vous concerne. Voilà, merci à vous et bon après-midi.